Le ramassage des déchets ménagers devient gratuit dans le Grand Nokoué au Bénin. Une nouvelle structure de collecte spécialement créée à cet effet et dotée de moyens humains et roulants passerait désormais de maison en maison ramasser ces ordures. Grande était la joie des populations du Grand Nokoué, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi et leurs environs, à l'annonce de cette bonne nouvelle il y a quelques mois par les autorités du ministère du Cadre de vie. Mais depuis quelques semaines, des voix de mécontentement s'élèvent pour dénoncer le non-respect de cet engagement. Les agents de cette structure de collecte des déchets ne passeraient plus dans les maisons comme le faisaient les anciennes structures de précollecte auxquelles elles étaient abonnés. Conséquence, des ordures entassées dans des poubelles non vidées pendant des semaines empestent l'atmosphère, rendant la maison, voire l'environnement invivable, exposant ainsi les populations à des risques d'affections respiratoires et pulmonaires. À quoi est due cette situation? Est-ce déjà la preuve d'une incapacité? Le ramassage de ces déchets demeure-t-il toujours gratuit? Que deviennent ces déchets collectés et que pouvait-on en faire? Ce sont, mesdames et messieurs, les grands axes autour desquels tiendra cette émission qui reçoit pour vous le directeur général de cette société de collecte de déchets, Monsieur Valéry Larson. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci aussi. Voilà. En face de lui, un citoyen certainement victime aussi de ce non-ramassage des ordures, mais il est professeur d'université et responsable d'un centre de traitement des déchets solides et ménagers à l'université d'Abomey-Calavi, professeur Placide Clédio. Bonjour et merci d'être aussi sur ce plateau. Bonjour, monsieur. Voilà. Professeur, vous avez certainement applaudi des pieds et des mains l'annonce de cette bonne nouvelle de ramassage gratuit des déchets solides ménagers. Mais depuis quelque temps, il y a des plaintes. Vos voisins également ont des plaintes. Est-ce que votre joie demeure toujours la même? Oui, le ramassage des ordures, il faut reconnaître que c'est un grand problème dans les villes aujourd'hui au Bénin. Et tel que c'est annoncé, effectivement, c'est gratuit, mais en réalité, ce n'est pas gratuit. Ah bon? Parce que c'est le gratuit au niveau de la population, oui. Mais l'État paye les structures qui ramassent. D'accord. Donc ça veut dire que c'est l'État qui supporte ce ramassage-là. Et en cela, tout le monde est joyeux parce que, bon, les maisons sont débarrassées des déchets. Seulement qu'il y a eu quelques problèmes au niveau du ramassage, certainement que le directeur va nous situer davantage. Et selon vous, puisque vous êtes aussi population victime de cette situation, quelles sont selon vous l'origine de cette situation que vivent les populations aujourd'hui? Il faut reconnaître que le fait qu'on a dit que les déchets sont ramassés gratuitement, c'est déjà un problème très avantageux pour la population. Mais lorsqu'on ramasse les déchets gratuitement, il faut aller les verser quelque part. Alors, la structure qui ramasse les déchets doit poursuivre et aller là où on dépose les transformés. Oui. Alors, la population entend ce qu'on faisait. Sur le campus, on a même fait il y a des thèses qui sont soutenues sur les déchets où on a posé le problème de la gratuité. Et c'était le professeur Boko qui disait que on ne doit pas prendre les déchets gratuitement. C'est tout comme si la population devait vendre ses déchets. Ok. Vous voyez, actuellement, la structure a appliqué exactement ce qu'on disait. C'est que lorsqu'on dit qu'on ramasse gratuitement les déchets, vous allez voir que les structures de ramassage vont dans les maisons, pratiquement demandent les déchets. Ce n'était pas ça avant. Lorsque la population payait pour qu'on puisse ramasser les déchets, celui qui ramasse, il faisait ce qu'il voulait. C'est que, comme la population devait payer, il ramasse quand il veut, comme il veut. Non, au contraire, quand ils viennent, ils savent que s'ils ne viennent pas ramasser, ils ne sont pas payés. Donc, ils viennent, même si vous n'êtes pas là, ils vous appellent et puis ils attendent. Dans la pratique, lorsqu'ils viennent et que les ordures sont par terre, ils ne touchent pas. C'est ce qui est dans la poubelle qu'ils ramassent. Aujourd'hui, ceux qui ramassent là, c'est eux-mêmes
prennent parce qu'il y a un élément fondamental qu'ils ont mis en jeu dans ce système-là que j'ai apprécié, c'est de payer celui qui ramasse les déchets là au poids. D'accord. C'est très important. C'est que c'est la quantité de déchets que tu produis, c'est en fonction de ça qu'on te paye. Donc les structures de ramassage ont intérêt à aller prendre les déchets, même si la population ne fait pas sortir. Donc ils ont intérêt à trouver les moyens pour le faire. C'est quelque chose qui est très avantageux pour le système mis en place aujourd'hui. D'accord. Mais ça a des inconvénients. Très bien, nous allons en parler. Monsieur le directeur général de la structure de collecte des déchets, ces plaintes de la population vous parviennent-elles? Oui, merci. Je crois que cette situation de plainte, c'est surtout observé dans l'arrondissement de Godomé et puis quelques zones de Calavi. Non, mais même à Cotonou aussi. Oui, mais ce n'est pas aussi persistante comme vous le soulevez, puisque nous avons suivi depuis début juillet 2020. Nous avons suivi un peu comment ces plaintes ont évolué. Mais nous avons réalisé un reportage que vous allez voir tout à l'heure. À Fidjiro, c'est à côté ici. Oui. En tout cas, vous aurez l'occasion de voir ce reportage tout à l'heure. Moi, j'ai quand même une vue globale. Oui. Et je suis de près tout ce qui se passe. Donc, c'est dû à plusieurs phénomènes. Vous savez, nous avons d'abord le dispositif que nous avons commencé par déployer en début juillet se met progressivement en place. Donc, et nous avons début février, nos camions, nous avons fait des commandes de camions, ces camions sont arrivés. Et nous avons demandé à ce que les camions que nous avons loués pour ramasser, nous avons essayé de mettre fin à ces contrats-là. Et entre la fin de ce contrat et la mise en service, on a connu une période de vide. Mais en dehors de ça, on a ouï dire que vos agents qui devraient précollecter les déchets ne devraient pas entrer dans les maisons comme le faisaient les structures de précollecte auxquelles les populations étaient abonnées. Donc, elles restent, c'est-à-dire vos agents que vous envoyez sur le terrain restent sur les grandes artères et attendent que les populations sortent les déchets de chez eux, les ramènent au bord de la voie avant que... On n'a jamais dit ça, puisque... Mais c'est dans la pratique ce qui se fait. Le professeur Clédio vient de dire, notre dispositif, vous êtes payé à la tonne. Donc vous avez intérêt à ramener beaucoup de déchets. Hein? Et d'ailleurs, même dans le contrat, il y a un certain tonnage que vous devez faire par mois. Donc si vous ne faites pas, c'est vous qui perdez de l'argent. Donc ils ont intérêt. Ce que nous voulons, nous ne voulons pas que les ouvriers rentrent dans les maisons, mais ils ont l'obligation de sonner, voire même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, enfin, si peut-être ceux qui sont dans les maisons n'ont pas la possibilité de soulever les poubelles, ils peuvent alors rentrer dans la maison et puis faire vider les poubelles. Donc personne n'a dit à nos PME. Malheureusement, peut-être que vous n'avez pas ces plaintes et il y a certaines personnes qui sont obligées de les intéresser sur le terrain pour qu'à leur passage, ils rentrent dans les vents, viennent toquer au portail pour leur demander de faire sortir. Oui, nous avons de ces plaintes-là. Ce que nous avons, vous savez, nous avons fait plusieurs notes circulaires pour demander à ce que s'il y a de ces actes qui sont posés par ces ouvriers, qu'on soit informé pour qu'on puisse appliquer les sanctions qu'il faut. Justement, la population ne sait pas comment vous... Non, nous avons fait plusieurs séances et émissions et nous avons toujours donné nos numéros. Le 99 2 fois 110 09. Vous nous appelez, vous nous donnez les preuves et
les PME seront sanctionnés, les ouvriers seront sanctionnés. Okay. Vous savez, nous Donc, sommes... au cas où un agent vient ramasser et qu'il vous demande de l'argent, on peut appeler ce numéro et le signaler. Voilà. Oui, vous avez dit quel numéro? 99 2 fois, oui. 70 09. D'accord. Donc, et vous savez aussi, les PME veulent aussi économiser parce que c'est prévu que dans leur contrat, ils doivent aller ramasser 2 fois par semaine, 2 fréquences. D'accord? Mais parfois, en une semaine, on ne les voit même pas. Voilà. Et parfois, c'est peut-être une fréquence. Et depuis quelques jours également, nous avons rappelé à leur attention la nécessité de respecter cet engagement contractuel. Et nous avons également pris des dispositions pour vérifier tout ça chaque semaine. Donc, comme l'a dit, la difficulté que nous avons eue ces 2 semaines, c'était un problème de camion et un problème de caisson de bac. Que nous avons, c'est ça qui faisait, parce que à la différence de ce qui se passait, aujourd'hui, quand vous ramassez les déchets, vous ne pouvez plus aller les déposer n'importe où. Vous devez aller les déposer sur un point de regroupement, en tout cas un endroit approprié pour que nous on puisse les enlever. En tout cas, nous allons parler tout à l'heure de cet endroit approprié dont vous parlez, qui constitue également un autre problème. On va voir ce que vous prévoyez pour ça. Mais tout à l'heure, quand le directeur général parlait du ramassage, vous avez soupiré. C'est comme si vous n'étiez pas d'accord. Parce que l'application de ce système... Sur papier, c'est bien, la théorie est mise en place, mais dans l'application, ils ont des difficultés. C'est la difficulté des bacs. Ils n'ont pas de bac pour pouvoir vraiment relayer rapidement le ramassage. C'est un problème sérieux pour eux. Et même lorsque le directeur, au départ, il a dit qu'ils avaient loué avec des camions, maintenant, ils ont eu les bacs. Maintenant, le bac, la distribution n'est pas encore automatique. Donc, il va falloir revoir ce système-là. Ce qui fait que sur le terrain, le directeur dit, bon, on a mis le système, mais dans l'application, les bacs ne sont pas renouvelés pour autant. Et l'autre système aussi, sur le terrain, les éboueurs continuent de rançonner la population. Ils continuent de rançonner parce que la population était habituée à payer. Et actuellement, si la fréquence n'est pas respectée, la population, même si tu nous dis de ne pas donner, la population est fière de donner de l'argent pour qu'on puisse ramasser. Tout à fait. Ouais, donc, le système est très complexe. Où ce n'est pas un truc de bureau, c'est qu'il faut aller sur le terrain et voir comment aménager. Et moi, c'est ce que je fais. Je ne reste pas au bureau pour pouvoir gérer les ordures. Je suis avec eux et on suit un peu. Donc, les superviseurs, un de mes superviseurs a dit la fois passée, j'ai vu les boueurs prendre de l'argent comme ça au niveau de la population. Mais je suis parti voir la dame pour dire, mais est-ce que vous avez donné de l'argent? Elle a dit non. Dis donc, la population même, elle est complice. Voilà. C'est le grand problème est là. Donc, ce n'est pas vraiment la faute. Mais est-ce que ce n'est pas parce que si jamais la population dénonçait, eh bien, les ordures vont rester indéfiniment dans la maison, les ordures ne seront plus ramassées? Non, les ordures ne doivent pas... C'est pas crainte qu'elle n'a pas dénoncé. Les ordures ne doivent pas... Moi, je pense que il faut que la population aussi adhère à ce que nous faisons. D'accord? Parce que pendant longtemps, la population, dès qu'on enlève les déchets de la maison, on vient ramasser, la population, enfin, son souci, c'est qu'on vienne vider. Or, aujourd'hui, ce n'est pas seulement de ramasser les déchets de la maison qui, c'est une étape, mais sortir complètement les déchets. Vous avez vu le nombre de dépotoirs sauvages qu'il y avait dans nos quartiers, c'est des milliers. Aujourd'hui, tous ces dépotoirs ont disparu. D'accord? Donc, c'est ça, en fait. Donc, la population n'a qu'à comprendre également que, oui, quand les déchets restent toujours dans les quartiers, les nuisances qu'elles créent, enfin, cette nuisance continue d'être sous de quoi là. Je voulais aussi ajouter, parce que nous avons acquis les camions, mais vous savez, nous l'avons acquis pour enlever les caissons, les bacs. Nous avons 50 camions. Les camions en prérole de, je dirais,
de dernière génération. Mais nous avons des difficultés pour trouver des conducteurs qualifiés. Voilà. Je vous dis, je vais vous donner un exemple. Nous avons sur un recrutement, théoriquement, nous avons recruté près de 100, à la première étape, 160 conducteurs. Quand ils sont partis à la pratique, il n'y a qu'une cinquantaine. Mais à la fin, nous n'avons que 37 qui sont qualifiés. Attendez, c'est un problème réel. Pour qualifier, pour conduire ces camions. Donc aujourd'hui, sur les 50 emplois que nous avons, il n'y a que 37. Donc il reste encore... Donc des emplois à pourvoir. Oui, justement. non, c'est pour dire que, c'est pour dire que ce problème de rotation des caissons ou des bacs est lié également au nombre de camions qui sont mis en service. Mais vous savez, vous pouvez recycler, faire former ceux-là qui ne sont pas encore c'est ce que nous faisons, mais vous savez, attention, parce que c'est des camions qui sont à grands frais et nous avons l'obligation de bien les gérer. Oui, mais on n'avait pas l'habitude, donc on ne peut pas les condamner à partir du moment où il n'y avait pas de structure. Les gens n'étaient pas habitués à conduire ces camions. Ce n'est pas de les condamner, mais c'est d'être conscient des efforts que ce gouvernement a fait. D'accord. Le gouvernement a fait un effort colossal, 7 milliards, plus de 7 milliards d'investissements, rien que pour le matériel roulant. Donc c'est important. D'accord, c'est important. Nous allons voir si la mise en application de cette décision de ramassage gratuit des déchets dans le Grand Nokoué a apporté quelque chose à la population et également quelles sont les plaintes qu'évoquent les populations. C'est un reportage réalisé par le service de l'information de BB24 et qui porte la signature de Alexandra Jordan. Des berges lagunaires propres et dégagées. Plus d'ordures déversées au niveau de dépotoirs sauvages ou jetées dans les bas-fonds par les structures de collecte. La composante salubrité du projet de modernisation et de gestion des déchets solides dans le Grand Nokoué apporte une révolution dans le secteur. Vous allez voir qu'il y a une dizaine de bombes qui circulent sur les grandes artères. Puis, systématiquement, aujourd'hui, les déchets qui sont ramassés dans les maisons ne restent plus dans les quartiers, ne restent plus dans les villes. À l'œuvre sur le terrain, une équipe coordonnée de main de maître par le directeur opérationnel adjoint qui explique. Le premier maillon, c'est la pré-collecte. La pré-collecte, c'est le déplacement des déchets, des ménages, en tout cas des producteurs, vers les points de regroupement. À partir de ces points de regroupement commence la collecte des déchets, la collecte et le transfert. Et à partir de ce centre de transfert, nous convoyons les déchets vers les lieux d'enfouissement technique. Le centre d'enfouissement technique se trouve soit à 54 km de Cotonou à Tacon, soit à 35 km de Cotonou à Ouessé dans la commune de Ouida. Quartier Fidrosset, un dimanche matin. Ferdinand Davy, superviseur de zone, et son équipe est surpris travaillant d'arrache-pied pour débarrasser les ménages des ordures. Le boulot, c'est 7 jours sur 7. Les ordures sont ramassées régulièrement et c'est plus propre qu'avant comparé à ceux qu'on payait. C'est une très très belle méthode parce que ça émène de l'innovation, ça émène de l'ingéniosité. C'est très bien, nous saluons le gouvernement pour cet effort qu'il fait. Tous les ménages sur le territoire ciblé ne jouissent cependant pas encore des avantages du projet. C'est le cas, par exemple, dans cette zone du quartier Agla. Comme les connecteurs des ordures ne viennent pas régulièrement, moi je me suis abonné à un gars du quartier et il vient me vider ça à tout moment. Quand il finit de collectionner les ordures chez nous, il va vider ça dans les bas-fonds. La fois dernière, ils sont venus, mais ils sont passés juste dans l'avant. Parce que les ordures étaient beaucoup, on a creusé un grand trou là, on a ramassé les ordures dedans. Ce que nous déplorons au fait, c'est le fait qu'on n'ait pas affecté des camions de ramassage dans notre zone. Le superviseur de zone se défend. Normalement, on ne devrait pas passer dans les rues pour ramasser auprès des ménages. Donc c'est compte tenu des plaintes et compte tenu de la situation de la saison pluvieuse
qu'on a mis à disposition les baumes qui ne passent que les dimanches. La satisfaction de tous les ménages n'est plus qu'une question de temps, assure le directeur opérationnel adjoint de la SGDS. Professeur Placide Clédio, vous avez entendu des plaintes qui viennent créditer encore les problèmes que rencontre cette structure dans la précollecte des déchets. Oui, justement, au niveau de la société, vous savez, tout n'est pas encore parfait. Parce que avant de lancer normalement le programme, s'ils devaient être prêts pour lancer, ils ne vont jamais lancer. Donc, ils ont dû lancer pour pouvoir corriger les imperfections au fur et à mesure. Et c'est ça qu'on continue d'enregistrer. Mais le plan qui s'est posé tout à l'heure, le directeur disait qu'ils ont eu les camions. Pour pouvoir expliquer ce qui se passe. Ils ont eu les camions, mais ils n'ont pas eu de conducteur. C'est très important. Ça veut dire que la formation professionnelle pose problème dans le pays. On veut recruter maintenant des gens et on n'en trouve pas. Donc il faut former sur le plan professionnel. Alors, mais en attendant, on peut les recruter, ceux qui ont passé le concours, on peut les former sur le tas. C'est l'agent de l'État. Lorsque tu dis de les recruter sur le tas, ils vont gâter, ils vont endommager les engins seulement. Donc le vrai problème, je voulais revenir à la notion de cohabitation entre l'université et ces structures-là. Parce que la formation même là, l'université devait les aider. Et on ne va pas attendre qu'on démarre un projet d'abord. Ça se fait à l'avance, une planification. Dans les universités, il y a des centres de conduite de ces camions-là, vous voulez dire Au Bénin aujourd'hui, on a tellement minimisé l'université où tout le monde pense qu'il faut aller faire, par exemple, le métier de chauffeur dans les rues. Ce n'est pas comme ça, c'est bien structuré. On peut apprendre à conduire à l'université. Ce n'est pas à l'université. L'université suit. C'est l'université qui organise la formation. Vous voyez? Et je dis c'est une formation professionnelle. Donc il y a des gens à qui on donne la formation. Même prenez les génies renouvelables. Lorsque le gouvernement a dit je veux recruter, on n'a pas trouvé. Donc l'université joue quel rôle? On forme à l'avance. En tenant compte de ça. Donc en dehors de ce qu'il dit qui cause de réels problèmes pour eux, ils n'ont pas trouvé de chauffeur. Vous voyez ce que ça a entraîné. Il y a une organisation mise sur pied, mais sur le terrain, ce n'est pas facile à appliquer parce qu'ils n'ont pas eu les chauffeurs qualifiés pour conduire les engins. Vous avez entendu aussi, il y en a qui ont dit parce que les ramasseurs ne sont pas passés. La population, soit s'est abonnée à un gars du quartier qui vient ramasser et qui va les déverser dans le bas-fond. Il y en a d'autres qui ont creusé du trou et l'ont enfoui. Est-ce qu'il se faisait? Non, je pense que je suis certain que vous avez fait ce reportage-là, il y a de cela... Non, c'est récent, c'est un reportage récent. Même si c'est récent, mais il y a quelques semaines seulement. Il y a plusieurs semaines, parce que je sais celle qui l'a réalisé, je connais bien quand est-ce qu'elle l'a réalisé. Et ce qu'il faut comprendre aussi, je vous disais tout à l'heure que nous sommes dans un processus. Et le dispositif se met en place. Moi, je vous dis, soyez peu patients, d'ici 6 mois, nous allons stabiliser tout le dispositif. Je vais vous donner un exemple. Pour démarrer, lancer le processus, on avait besoin de 91 points de regroupement. Le PMU, le projet passé, en a construit 43. Tous, à peine 30% étaient opérationnels, fonctionnels. Nous les avons mis en place, réhabilités, mis en service. Mais si nous allons attendre on a demandé à avoir du terrain pour le faire auprès des mairies, mais on n'a jamais eu de quoi. On a dû créer, à Calavi, il y a au moins une vingtaine de points tampons. C'est-à-dire que nous venons poser juste les caissons. Sinon, on ne va
jamais... Mais justement, puisque vous parlez des points de regroupement de ces ordures, je veux bien parler du cas de Bégamé qui est ici, en face d'un grand marché et au milieu des habitations. Est-ce que vous êtes conscient du danger auquel vous exposez les populations environnantes? Parce que ça dégage des odeurs insupportables. Je crois que ne pas être conscient, c'est vraiment ne plus, c'est-à-dire cesser de faire l'activité. Mais est-ce que vous êtes... parce que quand vous avez deux risques, il faut prendre celui qui est... le moindre. Le moindre. Donc, pour le moment, vous pensez que le fait que la population inhale de l'air impur, c'est... Est-ce que vous êtes... Si aujourd'hui, on décide de ne pas ramasser les déchets à Cotonou, qu'est-ce qui va se passer? Je vous pose la question. Non, mais pourquoi? Non, si on décide de ne pas ramasser les déchets à Cotonou, que d'avoir ce centre... On peut trouver un centre de regroupement plus éloigné des habitations. La population était là avant l'arrivée du centre. Non, si on avait la possibilité, je suis certain que ceux qui ont construit ce centre ont tellement cherché que c'est la seule possibilité. Maintenant, ce que nous faisons, c'est de tout faire pour réduire les nuisances. Et je vous dis... En quoi faisant? En quoi faisant? C'est-à-dire que augmenter le taux, accroître le taux de rotation de l'enlèvement. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, si nous mettons tous nos camions, nous avons acquis 12 remorques. Et ces 12 remorques permettent de charger, c'est-à-dire au lieu de charger seulement 30 mètres cubes, avec les remorques, on va charger 30 mètres cubes, ça fait 60 mètres cubes. Si on règle le problème de conducteurs, je crois que le séjour de ces... Parce que en fait, le vrai problème, c'est de réduire le séjour de ces déchets sur... D'accord. Ce qui va plutôt aider la population, c'est lorsqu'ils vont commencer la phase de valorisation. C'est que les déchets, normalement, ne vont plus transiter par les points de regroupement nécessairement. C'est que lorsqu'on commence les tri des déchets, c'est ça, on commence les tri, c'est les objets, les déchets qui ne seront pas transformés qu'on va envoyer là-bas. Donc, automatiquement, les putrescibles et autres là seront récupérés et aller dans un autre centre où on va transformer. D'accord. Ça me permet, je vous présentais tout à l'heure comme responsable d'un centre de traitement de ces déchets, le centre Valdera à l'université d'Abomey-Calavi. Est-ce qu'il y a une coopération entre votre structure et la structure de collecte de ces déchets? Parce qu'on a appris dans le reportage que lorsque les ordures quittent le centre de regroupement, c'est direction Wesser où on enfouit tous ces déchets dans le sous-sol. Est-ce que ce n'est pas là un gâchis? Oui, c'est du gaspillage parce que ce qu'on peut faire réellement avec ces déchets-là, c'est énorme. Je donne l'exemple du centre Valdera. Actuellement, le terrain de sport Mathieu Kérékou, on a repris l'air des jeux, on a mis du gazon. C'est le centre Valdera qui a fourni le compost nécessaire à la reprise de l'aire de jeu pour pouvoir planter les gazons. Et à partir des déchets, les déchets que nous avons sur le campus, c'est ça qu'on a récupéré, transformé et on a vendu le compost. Ils avaient besoin de près de 500 tonnes de compost. Et vous êtes capable de produire ça? Non, on n'a pas pu donner la totalité parce que il n'y avait pas la matière première, les déchets. Le rythme de production était tellement lent et la demande a été brutale parce que nous ne s'attendions pas à 500 tonnes comme ça. Non, on servait 30, 50 et autres, mais lorsque c'est 500, mais on s'est arrangé quand même pour pouvoir donner le maximum pour qu'ils puissent vraiment faire le travail. D'accord. Mais monsieur le DG, comment est-ce possible qu'on puisse, tel qu'il en parle, qu'on puisse être là à aller enfouir dans le sous-sol de l'or comme ça? C'est de l'argent ce que vous allez enterrer. Pourquoi ne pas les valoriser? Non, je crois qu'il faut toute proportion garder. Je crois que le projet
qui a été conçu a déjà prévu une composante trivalorisation. Et c'était prévu de mettre 2 unités de trivalorisation, une sur Ouessé, une sur Tacon. Mais nous avons fait les études et le gouvernement a décidé de différer ces 2 unités sur une seconde phase. Parce que quand on regarde bien, parce qu'il faut que ces unités soient pérennes, donc il faut que le modèle économique soit un modèle économique durable. Donc c'est ce qui a fait que le gouvernement a décidé. Mais loin de là, nous travaillons aujourd'hui sur comment on appelle la question de trivalorisation, parce que nous-mêmes nous avons fait très rapidement les projections, parce qu'aujourd'hui en 6 mois nous avons enfoui plus de 181 000 tonnes de déchets. Wow. Ce qui fait, comparé à ce qui se faisait, 87% du taux d'enfouissement, alors que c'était 24%. Donc, même là, c'est que si on ne travaille pas sur la valorisation, c'est que très rapidement, nos centres d'enfouissement technique vont être saturés. Donc, nous sommes conscients. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette année, nous mettons 15 points de regroupement en service. Nous aménageons 15 points de regroupement pour faire le tri et la valorisation. Et nous travaillons déjà avec des promoteurs privés, par exemple sur la filière plastique. Nous avons un promoteur béninois qui doit installer une unité de recyclage des déchets plastiques. Donc, tout ce qui est filière plastique solide, on a déjà une. Voilà. Au même moment, cette année, le gouvernement nous a demandé d'écrire une note conceptuelle sur la valorisation. Donc nous avons prévu, cette note conceptuelle prend en compte la mise en place d'une dizaine d'unités multifonctionnelles de valorisation. Ça peut être le compost, ça peut être le biogaz, etc. Et ces unités vont être installées un peu non loin à la périphérie, non loin des centres d'enfouissement technique. Et le centre Valdera bien sûr, en fait partie? Non, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans ce processus, le gouvernement nous a aussi encouragés à travailler avec l'université pour valoriser tout ce qui se fait. Et donc, je suis content d'être sur ce plateau avec le professeur que je connaissais depuis. Et donc, c'est l'occasion également de reprendre les contacts et de travailler sur ces questions. Professeur, vous avez dit par rapport au tri et à la transformation de ces déchets, vous ne vous attendiez pas à ce que l'on exprime une demande aussi forte. Avec les déchets qui sont ramassés, on peut produire du compost et bien d'autres choses et exporter. Mais le vrai problème, vous avez dit, c'est l'équipement qu'il vous faut. Est-ce que c'est cela ou bien le problème se trouve à quel niveau concrètement par rapport à la transformation de ces déchets? Avec la transformation des déchets, il y aura une grande... comment dire, nous allons régler le problème d'emploi suffisamment. Vous voyez la quantité qui est demandée pour une seule structure qu'on veut réaliser. Alors qu'aujourd'hui, ce que nous faisons au centre Valdera, ce n'est pas que le compost. La transformation, c'est sur 4 sous-produits des déchets. Il y a les plastiques, il y a les cartons, il y a les biodégradables où on transforme en gaz pour faire le biogaz et autres là. Oui, il y a maintenant les sachets et nous les transformons maintenant en pavés. Oui, donc c'est 4 sous-produits que nous valorisons. Alors, lorsqu'on commence la valorisation, le rythme de production, c'était en fonction des déchets que nous recevons sur le campus. Mais on a refusé au campus de recevoir les déchets des communes. Pourquoi? Oui, sinon le campus serait transformé en dépotoir. Vous voyez? Parce que justement, vous n'avez pas le matériel qu'il faut pour vite les transformer. Le matériel, il faut faire attention parce que, je le dis souvent, c'est pourquoi je ne suis pas pour le système de
de Songhai, qui est à Porto-Novo. Le système de Songhai, ils ont beaucoup de matériel très performant, et puis vous allez vous faire former là-bas, mais lorsque vous sortez, vous ne pouvez pas avoir ces matériels pour pouvoir travailler. Donc ça ne permet pas l'évolution, sinon pour régler les problèmes réels du pays avec ça. Donc au niveau du centre, c'est les moyens de bord que nous utilisons, mais améliorer. Alors ce qui fait que le rythme de transformation des déchets, c'est en fonction des déchets que nous avons. En temps, on a mené les démarches vers la mairie de Cotonou lorsqu'on créait les centres d'enfouissement pour dire que ce n'était pas bien. Mais la mairie de Cotonou avait un réel problème, c'est de se débarrasser des déchets. Ils ne veulent pas savoir quel usage Donc, peut en faire. En son temps, ils ont trouvé que la meilleure solution, que c'est d'aller enfouir. Même tel que le directeur a développé, mais on voyait que ça a une limite. Mais à l'université, c'est ça que nous faisons, on fait des projections. Je sais qu'à la longue, les centres d'enfouissement seront saturés. Ils feront quoi? Donc, c'est des choses qu'on avait prévues. On s'est dit que même s'ils ne le font pas, ils seront obligés de le faire après parce que le centre serait saturé. Et on ne veut pas aller jusque-là. Nous allons coopérer pour que nous puissions transformer ces déchets-là. Et effectivement, il y a un risque de saturation parce que à entendre la quantité de tonnes déjà enfouies, on se demande ce que deviendra d'ici quelques mois justement ce centre de Ouessé ou de Takon dont vous parlez et qui reçoivent justement de ces déchets. Ou bien est-ce qu'il y a possibilité de venir les déterrer après et de les utiliser, ou quelle est la projection que vous faites? Non. Non, nous sommes conscients, et je crois que on a mené aussi la réflexion. C'est d'ailleurs pour ça que très rapidement, on a dit, on ne va pas rester les bras croisés, ne pas faire la valorisation. D'ailleurs, vous ne pouvez plus parler de la gestion des déchets sans mettre un accent particulier sur la valorisation. Ça, c'est clair. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement a demandé à ce que, sur la valorisation, que nous puissions réfléchir très rapidement sur un projet. Vous réfléchissez, vous n'associez pas à l'université. Non, non. Vous savez, dans le feu de l'action, excusez-nous pour ça, dans le feu de l'action, et moi je sais que nous avons fait une séance avec le président, avec le ministre, où ça a été dit parce que lors de la journée de l'habitat, les professeurs sont venus me présenter un peu tout ce qu'ils font. Et c'était dit qu'il faut absolument... Voilà. On n'est qu'au début de ce processus. Je crois que... Il y aura de meilleures collaborations. Non, ça c'est la moindre des choses. Nous sommes là pour ça. Mais là, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un secteur qui porte... C'est un problème d'aménagement qui se pose. Vous voyez, le problème que tu poses à Bégamela, où il y a un centre de regroupement qui dégage. Normalement, dans le programme de lotissement, on prévoit les points de regroupement déjà. En fonction, et on dissout de manière à ce que cela n'embête pas la population. On le fait à l'avance, mais ce n'est pas fait à Cotonou. Donc, lorsque le problème s'est posé, ceux qui géraient Cotonou ont trouvé ce système-là. D'abord, ils ont mis ça là. Mais il faut savoir qu'en son temps, la population n'était pas aussi regroupée autour. Maintenant, ça a augmenté. Surtout avec la voie qui passe maintenant. Justement. Donc, lorsque la population a rejoint le point de regroupement, nécessairement, on doit délocaliser. Et ce serait fait. Donc, je pense que le travail avec la structure de ramassage de déchets avec l'université, ça s'impose pour qu'on puisse vraiment les aider. Nous, on n'est pas dans dans la pratique. L'université, vous aimez les théories, et c'est à eux, les décideurs, de faire la mise en pratique. Ce qui fait qu'actuellement, l'université était obligée d'aller faire la mise en pratique pour des domaines donnés, pour leur montrer que ce que nous disons, voilà. Possible.
pendant longtemps, si tu prends l'inondation, j'ai fait des émissions sur des émissions. Bien sûr. Mais avec les 3 CI. Ça a été toujours la même chose. Le décideur, il fait de ce que tu dis, l'universitaire, ce qu'il veut. Mais il a dit tout à l'heure, ils ont appelé des universitaires, non? Mais je le dis souvent, lorsque vous allez travailler avec les universitaires, vous n'allez jamais aller vers le développement. C'est la structure universitaire, ce n'est pas l'individu. Moi, maintenant, il peut m'appeler pour dire, bon, on veut faire ceci, moi, je vais les voir compte tenu de mes intérêts, travailler avec eux. Mais lorsqu'il va appeler l'université, l'université va mettre à leur disposition des compétences. Ce ne sera pas seulement ma compétence. Donc, c'est ça que je voulais plaider pour qu'ensemble, on puisse gérer. Mais là, collaborer avec l'université directement, c'est entre structures, on estime que c'est plus responsable. En temps normal, c'est l'université qui doit identifier les profils adéquats lorsqu'on la sollicite pour tel projet et mettre le profil adéquat. Oui, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, je vais lui dire une vérité, c'est qu'au niveau du ministère, le ministre même, c'est quelqu'un qui est resté dans ce ministère-là. Il a fait 10 ans où il connaît les dessous, il maîtrise vraiment le secteur. Ce qui fait qu'il est victime de ça. À des moments donnés, il ne fait pas l'ouverture. Il connaît déjà les problèmes et les solutions et ils appliquent. Mais ça a toujours des limites. C'est ce que je suis en train de plaider. Ça a toujours des limites. Le directeur aussi, il est en train de parler. Bon, si vous voyez ce qui est fait théoriquement, sur papier, pour le système, on n'a rien à y reprocher. Parce qu'ils ont analysé le système, ils ont proposé ce qu'il faut. La gratuité, j'ai dit au début, là, lorsqu'on dit on va payer au poids, vraiment, c'est une solution idéale. Mais même avec ça, il y a problème. Donc, asseyons-nous ensemble pour pouvoir gérer. C'est vrai que face à ces problèmes, il faut s'asseoir et réfléchir. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Je reviens sur le centre de regroupement de Gbégamé, là, en attendant que peut-être un jour ce centre soit délocalisé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter aux populations environnantes de continuer à inhaler de la valorisation. Oui, mais de façon pratique et rapide. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que dès que tous nos véhicules vont être mis en service. Dès que là, c'est pour quand? Non, c'est dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Oui. D'accord. Déjà, par exemple, avec les 30 baumes que nous allons mettre en circulation, il y aura moins de déchets qui vont arriver sur Gbégamé. D'accord. Parce que nous avons 54 tonnes de déchets qu'un camion baume peut collecter chaque jour. Donc, il ira directement sur Ouessé ou sur Tacon. Donc, il y aura moins de déchets qui vont arriver sur Gbégamé. Donc, il y aura moins de nuisances. Donc, c'est déjà ça. En plus de ça, nous allons mettre en service nos remorques. Parce qu'avec nos remorques, nous avons 60 mètres cubes de déchets à enlever au lieu de 30 mètres cubes. Donc, ces solutions, ensuite de ça, il y a des solutions environnementales. Vous savez aujourd'hui, par exemple, la couverture des déchets par des bâches, l'entretien régulier du centre. Toutes ces solutions vont permettre de réduire les nuisances. Donc, c'est ce que nous allons faire. Et donc, avec ça, et puis la valorisation va s'y ajouter. D'abord, lorsque nous allons démarrer le tri à la source, donc tout ce qui est putrescible ne va plus tellement, on va réduire en grande partie la présence de ces déchets-là sur les points de regroupement ou les centres de transfert. Donc, toutes ces solutions doivent permettre de réduire ces nuisances. Très bien. On a appris que ce n'est plus totalement gratuit, que depuis janvier, certaines personnes le disent, qu'on fait déjà payer aux populations sur les factures d'électricité, les frais de collecte de ces déchets-là. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que c'est toujours gratuit, vraiment gratuit, ou bien on a déjà commencé à payer à notre insu ces frais de ramassage des déchets? Oui, mais si quelqu'un vous lui dites simplement de sortir la facture d'électricité, c'est toujours gratuit. C'est toujours gratuit. Jusqu'à
jusqu'à maintenant. Donc, pas sur les factures d'électricité ni d'eau. Non. Vous certifiez? Non, je certifie. C'est toujours gratuit. C'est toujours gratuit. Oui. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où on va vous dire, ouais. on va faire asseoir les acteurs pour leur dire voilà, on commence, voilà ce que chacun ou tel qui est dans tel quartier va payer. Ouais. Mais pour le moment, c'est toujours gratuit. C'est subventionné, donc c'est toujours gratuit. La population aura compris que c'est toujours gratuit. C'est toujours gratuit. Et que ce n'est nullement mis sur les factures d'électricité ni d'eau. D'accord. On parle du Grand Nokoué. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas aussi des risques que, puisqu'on est en train de déployer les grands moyens, pour assainir et dégager les déchets qui sont dans cet environnement, est-ce qu'il n'y a pas des risques que d'autres communes, des déchets proviennent d'autres communes pour venir s'entasser dans le Grand Nokoué? C'est possible, puisque vous savez, il n'y a pas les communes, les frontières physiques, il n'y en a pas. Donc on peut toujours, par exemple, vous voyez Michirete aujourd'hui avec Porte-Novo, c'est possible, mais pour le moment, nous sommes dans le Grand Nokoué en matière de gestion des déchets. Et la perspective ça dépend. C'est quand les autorités vont nous dire. Parce que on parle souvent de Grand Porte-Novo. On peut peut-être dans les années à venir intégrer, voilà. Mais nous avons un zonage, ça aussi, pour ramasser les déchets. On sait que les zones périurbaines vont se développer au fur et à mesure. Mais pour le moment, nous sommes toujours dans le Grand Nokoué. D'accord. Oui. Pour régler ce problème-là, nous, au niveau de l'université, c'est le centre Valdera qui est en collaboration en coopération avec les communes. Donc, on a refusé à ce que les communes déplacent leurs déchets, mais on va créer le centre dans la commune. C'est ça la solution. Donc, on a déjà, par exemple, avec Dogbo, nous travaillons déjà. Donc, on va créer le centre de valorisation, parce que Dogbo n'est pas dans le Grand Nokoué. Donc on va créer le centre et c'est très avancé. Yukon aussi n'est pas dans le Justement, il y a certains, même jusqu'à Gogounou on est allé. Jusqu'à Gogounou on est parti là-bas parce que là-bas, ils font l'élevage. Ils font l'élevage et dans le programme, on récupère les bousses de vache qu'on va transformer vraiment en biogaz pour eux. Parce que dans toutes les maisons à Gogounou, vous allez trouver des fagots de bois. Donc, il y a la destruction systématique de la forêt. Donc, en installant ce centre de valorisation dans la zone, automatiquement, ça règle plusieurs problèmes. Donc, pour pouvoir empêcher que les gens envoient dans le Grand Nokoué, c'est d'aller créer le centre de valorisation dans chaque commune pour eux. Djougou nous a écrit déjà, il passe par l'université, justement. On est avec Djougou, on est avec Semekpodi avant que le Grand Nokoué n'arrive. Il y avait des choses qu'on faisait avant que le Grand Nokoué n'arrive et on était obligé de laisser tout ce qui est au niveau du Grand Nokoué et on continue avec les autres communes qui sont en dehors. D'accord. Voilà, c'est une très belle perspective. Alors, monsieur le directeur général, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Il ne nous reste plus que quelques petites minutes. Je vous laisse la parole par rapport aux plaintes exprimées par les populations, par rapport à tout ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que le ramassage soit systématique et qu'on dégage les déchets des maisons. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quelle assurance vous avez à leur dire? Quel comportement les populations aussi doivent-elles avoir pour accompagner justement ces engins qui passent de rue en rue pour ramasser les ordures? Ok. Je crois que, comme je l'ai dit au démarrage de cette émission, nous sommes dans un processus. Le dispositif que nous avons commencé par déployer se met progressivement en place. Je crois que nous avons presque tous les moyens aujourd'hui pour que ce dispositif soit au complet. Vous savez, on a acquis 1200 bacs de 660 litres que nous allons mettre en place comme des points d'apport volontaires. Et l'une des difficultés aussi, parce que quand on parle des ménages, on n'a pas de poubelle. Alors, pour bien gérer déjà les déchets dans les ménages, c'est les poubelles. Il y a des risques de vol de ces poubelles. Non, également, mais ce n'est pas question de risque. Quand vous regardez les contenants que nous utilisons pour gérer,
c'est des paniers, c'est des plastiques coupés, donc, il faut etc. acheter les poubelles. Donc, il faut D'accord. que les populations commencent par acquérir des poubelles appropriées. Nous avons, l'État nous a donné les moyens pour, on a déjà 5000 poubelles que nous allons commencer par à distribuer gratuitement aussi. Pas distribuer. D'accord. Pas distribuer, c'est des poubelles qui coûtent, que nous avons achetées. On veut le vendre au prix coûtant, c'est 25 000. Et nous avons également été instruits pour en acheter 10 000 en plus. Donc il faut que nos ménages commencent par acheter les poubelles. Merci beaucoup. Mais ensuite également, je voudrais rassurer les populations que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que toutes les plaintes que nous avons observées d'ici jusqu'à présent, que ces plaintes puissent vraiment disparaître. Merci beaucoup, monsieur le directeur général Valérie Lawson. Vous êtes directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué. Voilà, merci. Oui, vous avez également la parole pour 30 secondes pour votre mot de fin. En fait, très rapidement. C'est pour reconnaître que l'effort qui est fait, il faut le reconnaître en matière de gestion des déchets aujourd'hui par la société. Il faut le reconnaître parce que avant, les déchets qui n'allaient pas au essai se retrouvaient dans les bas-fonds. Et c'est très grave parce que les zones humides sont attaquées comme ça. Actuellement, il y a un effort qui est fait. Maintenant, je demande seulement au directeur de ce rapport qu'il y ait collaboration entre la structure et la structure universitaire pour que nous puissions capitaliser ce qui est fait. Merci beaucoup au professeur Placide Clédio d'être passé également dans cette émission. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez beaucoup appris de cette émission et que bientôt ces plaintes récurrentes seront du passé selon les assurances données par le directeur du centre de collecte des déchets dans le Grand Nokoué. Merci de nous avoir suivis. Un plaisir de vous retrouver pour une autre émission. Au revoir et à très bientôt. Merci.